Carole, bien-aimée Bess, vous êtes dirigeante de société audiovisuelle, productrice et vous étiez membre de l'ARCOM, l'ancien CSA, l'autorité de contrôle de l'audiovisuel. Surtout, vous publiez ce livre qui s'appelle Les écrans rois, complètement d'actualité aux éditions de l'Observatoire, smartphone, console, tablette. Comment aider nos enfants à se protéger et à reprendre le contrôle? En quelque sorte, vous lancez un cri d'alarme. Oui, merci de me recevoir. C'est vrai que ce livre, il m'est apparu essentiel en fait en sortant de la crise sanitaire. Je ne sais pas si on est complètement sorti de cette crise, mais en tout cas, à l'issue des confinements successifs, on avait atteint un tel niveau de consommation audiovisuelle pour les plus jeunes et qu'ensuite, finalement, on a gardé des taux de consommation horaire très importants. Et il m'est apparu important de faire le point sur notre manière de consommer, l'accès qui était donné aux plus jeunes à ces outils de communication numérique, donc le smartphone en tête. Aujourd'hui, finalement, les enfants y ont accès dès 9 ans, donc les parents leur offrent ou ils l'achètent dès 9 ans. Et donc, on a une population très très jeune qui est très équipée. Mais malgré tout, sur ces smartphones qui sont offerts, aucun outil de contrôle parental ou de protection ne sont installés. On lit ce livre, on se dit c'est accablant, hein, les écrans rois. Parce qu'au fond, oui, on disait les enfants rois. Aujourd'hui, ce sont les écrans qui commandent tout. C'est ça que vous dites? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans les foyers français entre 5 à 6 écrans par famille. Donc on voit bien qu'ils sont partout. Alors c'est le progrès. Ils nous sont très utiles. Ils nous permettent aussi de faire beaucoup de choses et des choses formidables dans notre quotidien. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à s'en servir aux plus jeunes. Oui. Apprendre où? Vous diriez à l'école, davantage, oui, bien sûr. Le rôle des parents? Oui. C'est-à-dire qu'il y a à l'école, donc moi je préconise beaucoup dans le livre des cours d'éducation aux médias. Je préconise aussi que les parents se tiennent aussi informés des évolutions technologiques, les grands-parents aussi, puisqu'ils viennent souvent en support des parents pour s'occuper des plus jeunes. Et c'est vrai qu'il faut, je pense, réapprendre à déjà connaître comment fonctionnent ces outils. C'est pour ça que je reviens sur leur fabrication, sur l'origine, effectivement, de toutes ces sociétés du numérique qui sont implantées dans la Silicon Valley, pour comprendre aussi quel était l'état d'esprit de ces créateurs. Donc c'est vrai que le web, au départ, c'était pour nous apporter plus de liberté. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous sommes très, très, très dépendants de ces outils, mais sans les connaître. Donc, très peu de gens connaissent le code informatique. Donc, moi, je suis pour un enseignement du code informatique dès le plus jeune âge. Il y a des techniques formidables. Comme quoi, le code Le code qui vous permettent de coder, de faire de l'informatique, de créer des algorithmes pour justement les comprendre et ensuite mieux les maîtriser. Donc, plus on sera au fait de la technologie, du numérique, et plus finalement, et moins on en sera la victime. Oui, surtout quand on est jeune, donc très jeune. Je parle souvent des tout petits, mais aussi des adolescents, puisque à cet âge-là, le cerveau est particulièrement fragile. Oui, parce que les conséquences, c'est vrai qu'elles sont énormes. On parle d'enfants qui sont presque renfermés sur eux-mêmes, qui perdent même les codes de la parole, du contact avec les parents, sans parler évidemment des risques de se trouver confrontés à des images interdites de violence ou de pornographie. Oui, c'est vrai qu'on a ce risque et qui a été accentué pendant la crise sanitaire où effectivement on était tous séparés les uns des autres avec cette idée que finalement on socialise beaucoup grâce aux réseaux sociaux, mais qu'ensuite dans la vraie vie, si je puis dire, même si vraiment moi j'insiste sur le fait que il n'y a pas vraiment de vraie vie et de fausse vie. Ce qui se passe sur le net équivaut à ce qui se passe dans la vie. Donc, il faut faire attention à ce qu'on y fait. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, on se coupe aussi les uns des autres parce que, avec ces réseaux sociaux, on est souvent enfermés dans des bulles qui font que, tout à coup, le débat se polarise et on en vient très vite à un débat polarisé, extrême,
tout ça par le biais d'algorithmes qui vont vous pousser dans tel ou tel retranchement. C'est parce que vous dites l'algorithme vous pousse, c'est de la manipulation en quelque sorte. On serait les victimes de manipulation. On est le produit, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, toutes ces entreprises fonctionnent de manière à ce que, elles monétisent en fait le temps que l'on passe sur ces plateformes. Donc c'est pour ça que vous avez cet outil d'infinite scroll, c'est-à-dire que vous allez passer du temps énormément à faire défiler les images, à faire défiler des informations sur votre fil d'actualité, sur tel ou tel réseau social. Et effectivement, vous vous retrouvez à passer énormément de temps. Donc pendant ce temps passé, les plateformes vont collecter beaucoup de données vous concernant, et que ce soit des données relatives aux mineurs ou aux majeurs. Et suite à ça, ces données collectées, eh bien, on peut prédire vos goûts, vos opinions politiques, et ensuite vous entraîner dans une espèce de spirale infernale qui fera que vous ne serez plus forcément en contrôle. L'extrême étant, souvenez-vous, l'élection de Donald Trump qui avait été en amont instrumentalisée par cette entreprise Cambridge Analytica. Mais est-ce que véritablement on peut dire, Carole Bien-Aimé-Besse, il y a des solutions? Parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de pieuvre mondiale. Est-ce qu'il y a vraiment des moyens de contrôler cet outil, ces outils? Alors, je pense qu'effectivement, on a le sentiment d'une technologie écrasante qui va très très vite. Je pense que personne n'avait vu arriver ChatGPT ou Midjourney qui vous permettent aujourd'hui, qui ont fait entrer effectivement l'assistant conversationnel dans une autre dimension. Ça va très très vite. C'est vrai qu'on pourrait considérer que le législateur, le régulateur ou que le commun des mortels est très 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 en retard et qu'on va avoir du mal à comprendre tout ça. C'est pour ça que moi j'insiste, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas de fatalité, beaucoup de dialogue avec les plus jeunes, reprendre le contrôle de ces outils en faisant du code, en apprenant à coder. Il y a plein de techniques qui vous apprennent à le faire. Je pense à Coloris, à Magic Makers qui peuvent prodiguer des formations auprès des plus jeunes ou des moins jeunes. Mais il y a aussi l'éducation aux médias, installer un contrôle parental, beaucoup de dialogue au sein des familles, ne pas faire introduire ces outils trop tôt, souvent, et c'est ce que je rappelle dans le livre, c'est-à-dire que les dirigeants de ces entreprises de la Silicon Valley, tous font en sorte que leurs enfants n'aient pas accès à ces outils trop tôt. Bill Gates, lui, recommande que l'accès ne soit pas fait avant 14 ans. Steve Jobs interdisait à ses enfants d'accéder à l'iPad que lui-même avait créé. Enfin, le président de Google qui disait encore il y a 2 ans que son fils de 11 ans n'avait pas de smartphone et qu'il faisait en sorte qu'il n'ait pas accès aux écrans. Tous ces gens inscrivent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran. Donc, je crois aussi qu'en tant que parent, on se doit aussi de ne pas... il y a un temps pour tout. Et mettre entre les mains une console, un smartphone, etc., ça doit se faire de manière encadrée pour éviter aussi, effectivement, je disais, un temps passé trop important, de consommer des contenus inappropriés, de voir les données de l'enfant ou du mineur collectées de manière sauvage aussi. Et je pense également qu'on a un peu tendance, parents, à aussi exposer son enfant en le prenant souvent en photo, en le mettant sur les réseaux sociaux, en mettant beaucoup de photos de ses enfants. Donc on crée nous aussi des identités numériques très tôt. D'enfants mineurs, de bébés, souvent, on a vu parfois même en ce moment né. des dénonciations d'utilisation sur des réseaux pédocriminels d'images d'enfants à l'insu de parents. Exactement. Donc parfois des images prises en photo par des pédocriminels, mais aussi parfois des photos qui sont reprises de comptes de parents qui postent des photos de leurs enfants. Et donc, ces photos sont détourées et ensuite, on les retrouve sur ces sites pédocriminels. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention à ne pas,
faire en sorte que les enfants aillent trop tôt sur toutes ces plateformes et qu'en plus, en tant que parents, on n'encourage pas l'inscription sur des réseaux sociaux, qu'on n'encourage pas la présence de ces enfants en les prenant en photo et en les mettant aussi tout de suite en ligne, parce que c'est vraiment, voilà, ce n'est pas favorable à l'intimité, à la personnalité, à la vie privée de l'enfant et à la protection de ses données. Mais on a vu d'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, on veut interdire ou empêcher les enfants d'avoir accès à la pornographie. Parce que les sites qui la propagent ne contrôlent pas l'âge de ceux qui consomment ces produits. Effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est assez récurrent depuis quelques années et qui est une thématique qui revient, qui n'est pas qu'en France d'ailleurs, que l'on retrouve aussi à l'étranger, de considérer qu'aujourd'hui, la bande passante, elle est utilisée majoritairement par le téléchargement ou le visionnage de vidéos pornographiques. Et que forcément, quand on est équipé d'un outil comme un smartphone ou une tablette dès l'âge de 9 ans, un enfant sur 3, à l'âge de 12 ans, a déjà été exposé à un contenu pornographique. Donc l'objectif, c'est de pouvoir revenir à ce que l'on avait pour la télévision, c'est-à-dire que les contenus pornographiques, ils sont diffusés à des horaires particuliers et surtout cryptés. Donc ils n'y ont pas accès, il faut avoir un code, etc., etc. Donc ça a été le cas pendant des années et ça a permis effectivement à ce que les mineurs n'aient pas accès à la pornographie ou de manière... évidemment, on peut toujours contourner, mais en tout cas, c'était officiellement comme ceci. Avec le numérique, on a bien vu que on y a accès en 2 clics, donc d'où l'intérêt d'installer un contrôle parental. Et aujourd'hui, donc depuis 2020, il y a une loi qui dit que les sites pornographiques doivent mettre en place une application ou un système de vérification d'âge à l'entrée pour empêcher les mineurs d'y avoir accès. Donc, je crois, effectivement, il y a un projet de loi qui a été proposé il y a quelques jours pour renforcer... Il y a des chances que ça marche parce que... Je pense que c'est un sujet qui est très... qui me paraît, moi, essentiel, c'est-à-dire que protéger nos mineurs de ce flot d'images pornographiques, c'est vrai que dans les déclarations que font les mineurs, souvent, ils expliquent que dans leur premier rapport sexuel, ils essayent de reproduire ce qu'ils ont pu voir. On sait qu'aujourd'hui, la pornographie qui est accessible comme ça est loin de ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années. Et on a des cas parfois d'extrême violence, de proxénétisme, donc c'est une pornographie qui est quand même assez particulière. Mais l'idée, c'est pas d'interdire la pornographie, c'est de faire en sorte que les mineurs n'y aient pas accès. C'était le cas pour la télévision, donc essayons de faire en sorte que ce soit le cas pour le numérique, mais c'est beaucoup plus difficile puisqu'on a affaire à des entreprises qui ne sont pas basées en France. Et qui souvent ne coopèrent pas, qui ne coopèrent pas du tout. Ça, c'est aussi ça le problème. Qui sont parfois des entreprises qui sont aux mains d'entreprises qui sont à la limite de la légalité. Donc, et surtout, elles agissent au niveau mondial. Donc il faut trouver un moyen, je pense, qui soit à minima... des règles européennes ou mondiales pour, en tout cas, faire en sorte que tous les pays soient alignés. Et je pense que ça va dans le bon sens, ce projet de loi. Maintenant, il va falloir faire en sorte que ce soit applicable au quotidien. Et c'est toute la problématique, me semble-t-il. Les écrans rois, c'est le titre de votre livre, Carole Bien-Aimée-Besse. Oui, aidons nos enfants. Ils sont perdus, les enfants. Ils n'ont pas demandé ce monde-là. Non, mais je crois qu'il faut pas le subir. Il faut au contraire se dire que les technologies sont une chance formidable et que il est temps maintenant de reprendre le dessus pour faire en sorte que ça nous profite et qu'on ne se retrouve pas effectivement en position de subir. Mais à nous aussi de montrer l'exemple, parce que je crois qu'en tant qu'adulte, on consomme peut-être un peu trop les écrans et qu'on n'est pas forcément exemplaire tout le temps. Donc c'est une responsabilité partagée. Merci. Carole Bien-Aimée-Besse, Les écrans rois, smartphone, cause sur le tablette, aidons nos enfants à reprendre le contrôle, publié aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre absolument passionnant. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup.